Monsieur le Président de l'Académie, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour moi et un plaisir répété d'ailleurs cette année d'inaugurer à nouveau une chaire de l'AUF, puisqu'il y a quelques semaines, nous avons eu l'occasion d'inaugurer une chaire à AUF, mais dont le titulaire était le professeur Diboué, professeur à Lubumbashi. Et puis aujourd'hui, c'est toujours la chaire des mondes francophones, mais qui est occupée par deux titulaires. J'y reviendrai rapidement dans un instant, qui nous viennent du Brésil. Je voudrais juste insister sur l'importance de cette chaire monde francophone dans un monde précisément où les collaborations, les échanges se rétrécissent dangereusement et où il est absolument indispensable de maintenir une coopération entre les chercheurs de différents continents et peut-être tout particulièrement, et c'est l'objet de cette chaire monde francophone, entre le Nord et le Sud, Sud global. J'entendais qu'on parlait maintenant de Nord global. Je ne sais pas ce qu'il faut vraiment en penser. Mais en tout cas, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur la nécessité d'entretenir ce dialogue dans le monde francophone. C'est le cas ici, mais bien sûr, un dialogue, y compris dans toutes les langues, je dirais, le multilinguisme étant d'abord une condition naturelle de l'humanité et puis un devoir, et c'est pas à Bruxelles que nous allons dire le contraire, n'est-ce pas Philippe, qui plaide pour ce multilinguisme depuis très très longtemps. Je voudrais aussi insister sur l'importance de la collaboration que nous avons avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, et bien évidemment avec le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, tous deux, financent cette chaire et qui nous ont permis cette année d'avoir finalement trois titulaires sur cette chaire et c'est vraiment important de souligner le rapport. Je voudrais terminer en vous disant ma joie aussi que cette chaire permette de nous montrer la voie d'une collaboration entre deux disciplines qui, a priori, mais tous les a priori sont mauvais, évidemment, a priori ne devaient pas se rencontrer. Un historien, une agronome, ma foi, ce n'est pas une collaboration évidente, je dirais, et pourtant, c'est sans doute dans cette direction qu'on fera des progrès aussi dans les deux disciplines, tant en histoire, peut-être aussi en agronomie. J'avoue que c'est moins mon domaine que l'histoire, mais et le sujet qui avait été proposé par notre confrère Jean-Pierre Devroy, que je voudrais ici saluer in abstentia, mais soyez bien assurés, vous le savez, au moins vous deux, que s'il n'est pas là, c'est bien parce qu'il est contraint par la maladie de rester chez lui. Mais quand Jean-Pierre nous avait proposé ce sujet, également avec Olivier de Scutter, c'était dans une volonté d'associer le passé, le présent et peut-être d'envisager le futur, non pas de tirer les leçons du passé, je ne pense pas qu'il y ait des leçons à tirer du passé, mais en tout cas, il y a certainement une complexité à laquelle on s'habitue en étudiant les situations du passé. Inutile de dire que la sécurité alimentaire est un défi extrêmement important, un défi du Sud, mais peut-être à un moment un défi du Nord, et certains conflits sur certaines terres nous le rappellent. Donc c'est un sujet d'une extrême actualité, mais que l'Académie a souhaité ici voir envisager sur l'ensemble d'une large période chronologique, et je suis particulièrement heureux que cette chaire permettent de montrer les apports de cette large vue. Un des apports de la chaire Monde francophone est aussi de permettre de nouer et de renforcer des liens entre des chercheurs du Sud
on va dire, et les universités belges francophones à travers l'académie. Et j'espère et je sais déjà que ces liens ont été renforcés. Je me souviens d'ailleurs avoir rencontré notre titulaire, Marcelo, il y a quelques années, lorsqu'il était vice-recteur aux relations internationales de l'Université de Sao Paulo et que j'étais recteur et nous avions mis au point un certain nombre d'accords. Donc il y a une antériorité à cette collaboration, mais j'espère surtout, un peu dans le sens de la communication d'aujourd'hui, qu'il y aura un avenir, parce que c'est aussi à cela que servent ces chairs du monde francophone. Donc, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir rejoints pendant ces 2 mois de séjour à Bruxelles. Et puis, je vais céder la parole à mon confrère Philippe Van Parijs qui va présenter les 2 titulaires de la chaire. C'est Jean-Pierre Devroy qui aurait dû le faire, mais comme je vous le disais, il s'en excuse, mais il est tout excusé. Nous pensons beaucoup à lui en ce moment. Merci beaucoup. Alors Jean-Pierre est un hôte très efficace et très prévenant, même quand il est indisponible. Et avec l'aide de Chantal, qui est ici présente, et il m'a fait parvenir un petit copion qui va me permettre de mieux vous présenter que je n'aurais pu le faire autrement. Un plaisir particulier pour Delphine et moi, puisque nous avons déjà eu l'occasion de faire votre connaissance en déjeunant ensemble la semaine dernière. Donc, tout à fait dans le sens de notre secrétaire perpétuel, je me réjouis de l'existence de cette chaire en raison de ce double objectif: partage des savoirs, partage des idées, et puis renforcer un dialogue qui n'est pas toujours évident avec les pays dits du Sud, et pour moi, en particulier avec le Brésil, qui est un pays pour lequel j'ai une affection particulière de longue date. Alors, comme Jean-Pierre l'exprime ici en préface à votre présentation, donc en indiquant la perspective dans laquelle vous travaillez, il dit: dans la perspective d'une agriculture durable, il faut aujourd'hui renforcer la connaissance de l'environnement et lutter pour la préservation de la diversité, notamment en s'intéressant aux communautés locales, aux peuples autochtones, pour comprendre leurs savoirs écologiques, leurs pratiques et leurs modes de transmission. Étudier les interactions qui ont existé dans le passé, la causalité des famines et la manière dont les populations ont combattu ou évité catastrophes et conflits peut contribuer à briser les réticences actuelles au changement. Elle souligne que des réactions de survie ou d'évitement ont toujours existé, existent, et que les solutions sont nécessaires et faisables. Alors, Silvia Elena Galvao de Mirando est ingénieure agronome et en même temps économiste. Elle est docteur en économie agricole. Elle a été postdoc à Penn State, à Pennsylvania State University. Elle est professeure au département d'économie, d'administration et de sociologie à l'école supérieure d'agriculture de l'université de São Paulo, qui n'est pas localisée à São Paulo même, à quelques distances. Et elle est membre associée entre autres, de l'International Agricultural Trade Research Consortium, et elle coordonne l'axe chaîne de valeur, value chains, au sein de l'institut auquel ils sont l'un et l'autre associés, Combattre a Fome, combattre la faim. Marcelo Candino da Silva, lui, est professeur au département d'histoire de l'université de São Paulo, avec un doctorat en histoire médiévale de l'université de Lyon 2, l'université Lumière, et il est membre, entre autres, membre de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public français et vice-coordinateur de l'Institut national des sciences et technologies, combattre la faim, combattre à fome. Alors, la première conférence, donc je ne vais pas en déflorer le contenu puisque vous allez l'entendre dans un instant, mais je dis d'avance, d'après les descriptions qui en est faites par Jean-Pierre, c'est que c'est un magnifique exemple de collaboration entre plusieurs disciplines, pas seulement les disciplines s'adressant aux problèmes dits techniques, qu'ils soient agronomiques, économiques ou des problèmes de bio-ingénierie,
mais un effort multidisciplinaire aussi de prise en compte des relations humaines, des relations de solidarité et d'une exigence d'équité dont il faut prendre compte aussi si on veut s'attaquer de manière efficace à ces problèmes. J'en dis un brin plus sur la conférence de demain, un peu comme teaser pour vous inviter à y venir. Donc demain, le titre sera « Les famines du passé, les famines du futur », l'évolution de l'insécurité alimentaire dans le contexte de l'urgence climatique, de la mondialisation, des transformations du commerce international, des avancées technologiques. Ce sera l'objet de la conférence. Le changement climatique, en effet, influence la sécurité alimentaire car il affecte tous les éléments des systèmes alimentaires mondiaux, que ce soit au niveau local ou au niveau national ou encore au niveau global. La conférence donc s'efforcera d'identifier des nouvelles formes de famine qui pourraient émerger dans un avenir proche. Plutôt qu'un exercice prédictif ou une histoire universelle de la faim, il s'agira d'une mise en perspective du phénomène en adoptant une approche comparative des expériences des sociétés historiques et en formulant des scénarios pour les années à venir. Et alors Jean-Pierre termine par une citation que j'aime bien et que tous les historiens de la salle aimeront particulièrement. Parce que c'est effectivement, comme Didier l'a dit, c'est un type de collaboration qui n'est pas du tout évident. Quelqu'un qui en plus est spécialisé dans l'histoire des famines en Europe, et puis quelqu'un qui est une économiste et une agronome qui s'intéresse à la situation actuelle au Brésil. Alors comment parvient-on à faire collaborer ces deux disciplines apparemment aussi distantes? Et alors le secret est peut-être formulé dans cette citation de Peter Frankopan, qui est un historien, un professeur d'histoire à Oxford, et qui est notamment l'auteur d'un livre récent qui s'intitule « The Earth Transformed », et qui est un peu la première histoire de l'humanité d'un point de vue écologique, en quelque sorte d'un point de vue environnemental. Et alors qu'écrit Peter Frankopan, il dit « Si le changement climatique doit être le phénomène marquant du XXIe siècle, alors la compréhension de ce que l'avenir nous réserve devrait être essentielle, non seulement pour les politiciens, les scientifiques et les activistes, mais aussi pour tout un chacun. En tant qu'historien, dit-il, je sais que la meilleure façon d'aborder les problèmes complexes consiste à remonter dans le temps, car cela permet de situer les défis actuels et futurs dans leur contexte et de les mettre en perspective. L'histoire peut également apporter des enseignements précieux qui aident à formuler des questions et parfois même des réponses concernant les grands problèmes qui nous attendent. Alors, voilà, maintenant, c'est un beau programme. Nous attendons la démonstration en 2 temps, aujourd'hui et demain. Donc, je présume, aujourd'hui comme demain, vous allez parler tous les deux. C'est ça l'idée? Ok. Alors, je ne sais pas qui commence. Donc, après ça, on aura une petite discussion. Donc, comme je l'ai dit, je ne pourrai peut-être pas rester jusqu'à la fin de la discussion. Ça dépend si elle est... bon, jusqu'à quand elle dure. Mais en tout cas, je suis impatient de vous entendre. Alors, à vous. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre gratitude au secrétaire perpétuel Didier Vivier, à la classe de lettres des sciences morales et politiques et aux membres de l'Académie royale de Belgique pour cette invitation qui nous honore profondément et nous permet de vous présenter les recherches menées dans le cadre de l'Institut national de sciences et technologies pour la lutte contre la famine, INCT. Nous aimerions aussi remercier chaleureusement Jean-Pierre Devroy pour son soutien indéfectible et une amitié construite au fil d'une curiosité intellectuelle commune et d'une même volonté de changement sociétal. Aujourd'hui, mon collègue Marcel Cândido et moi partagerons nos réflexions sur les défis de la sécurité alimentaire au Brésil.
Nous avons travaillé ensemble sur les 2 conférences et avons décidé de nous répartir les tâches de la manière suivante. Aujourd'hui, je ferai la présentation et Marcelo présentera les conclusions. Demain, nous échangerons nos rôles. Nous aimerions en introduction vous présenter brièvement l'Institut. Il a été créé en début 2023 à partir d'un financement du gouvernement fédéral brésilien sur une période de 5 ans et il est composé par 14 chercheurs provenant de 14 universités et institutions de recherche. À l'Institut, je suis responsable de la direction du groupe de recherche sur les chaînes de valeur. Nos travaux portent sur la production, la commercialisation, les pertes et le gaspillage, ainsi que la fixation des prix des denrées alimentaires. Marcelo Cândido fait partie du groupe chargé d'étudier les politiques publiques de promotion de la sécurité alimentaire en vigueur au Brésil. Ce groupe a pour mission d'évaluer l'impact de ces politiques et de formuler des éventuelles propositions de modification. Il est important de souligner notre composition multidisciplinaire. Les faits que nous avons parmi nous des spécialistes de l'économie agricole, de l'histoire, mais aussi de l'intelligence artificielle, nutrition et santé publique, agriculture, sciences politiques et anthropologie. Nous collaborons aussi avec des groupes, agences gouvernementales et non gouvernementales partagent notre mission. Leur expérience dans la promotion de la sécurité alimentaire au Brésil est cruciale et nous reconnaissons l'importance de travailler ensemble pour atteindre cet objectif. Nous avons divisé cette présentation en 3 parties. Tout d'abord, nous dessinerons un bref tableau de la situation alimentaire au Brésil. Ensuite, nous présenterons nos réflexions sur les défis à relever pour la mise en œuvre d'une politique de sécurité alimentaire réussie. Nous ferons également quelques remarques finales. Nous aimerions commencer cette présentation en soulignant un paradoxe. Au Brésil, la vaste disponibilité d'aliments coexiste avec une insécurité alimentaire qui affecte une proportion significative de la population. La concentration des richesses et des revenus a toujours été un sujet de débat au sein de la société brésilienne. Cette disparité est redevenue un thème de discussion à partir de la crise sanitaire de la COVID-19 et continue aujourd'hui en raison de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. D'après la 2e enquête nationale sur l'insécurité alimentaire dans les contextes de la pandémie de COVID-19, publiée en juin 2022, environ 125 millions de Brésiliens présentaient un certain degré d'insécurité alimentaire, légère, modérée ou grave. Ces graphiques montrent les courbes représentant les pourcentages de foyers par catégorie de la sécurité alimentaire. Selon l'Organisation d'agriculture et d'alimentation, la FAO, l'insécurité alimentaire légère existe lorsqu'il y a une incertitude quant à la capacité d'obtenir de la nourriture. L'insécurité alimentaire modérée lorsque des individus possèdent de l'argent ou des ressources insuffisantes pour une alimentation saine. Et l'insécurité alimentaire sévère lorsque le risque de mortalité est plus élevé. En 2022, environ 33 millions de personnes étaient affectées par l'insécurité alimentaire grave, c'est-à-dire la famine. Et donc,
ici, en rouge. La population totale du pays cette même année était légèrement supérieure à 200 millions d'habitants. Entre 2013 et 2022, on observe une diminution significative du taux de sécurité alimentaire qui a commencé à se rétablir depuis 2023, comme l'indique la ligne bleue. À partir de 2023, la reprise des politiques publiques de lutte contre la famine et l'amélioration du marché du travail et de l'économie ont conduit à une diminution du pourcentage de foyers en situation d'insécurité alimentaire grave. Selon l'enquête du principal organe brésilien de statistiques, 4% des foyers sont actuellement concernés par ces problèmes, contre 15% entre 2021 et 2022. En 2022, malgré une insécurité alimentaire sans précédent au Brésil, le pays a enregistré la plus importante récolte de céréales de son histoire. Selon la série chronologique, cette récolte s'est élevée à 263 millions de tonnes. La croissance régulière de la quantité produite est représentée en bleu. Les graphiques montrent que, bien que la surface cultivée, indiquée par les barres rouges, ait augmenté au Brésil au cours des presque 5 dernières décennies, la productivité des cultures céréalières a connu une hausse encore plus significative, comme on peut observer par les barres jaunes. Cette augmentation est perceptible non seulement pour la soja et le maïs, mais également pour les riz et les haricots, qui constituent les principaux composants du panier alimentaire de base de la population, et qui ne sont pas des denrées importantes dans les exportations brésiliennes. Il convient également de souligner que cette croissance ne s'est pas limitée aux produits végétaux. La production d'œufs, de viande de volaille et de porc a également augmenté de manière significative au cours de cette période. Ces paradoxes que nous venons de présenter révèlent plusieurs aspects importants. Premièrement, comme l'a démontré l'économiste indien Amartya Sen, au début des années 1980, l'insécurité alimentaire ne résulte pas nécessairement de défaillances dans la production d'aliments. Elle est principalement liée à des problèmes d'accès aux ressources alimentaires. D'un autre côté, nous aurions tort aussi de conclure tout simplement que l'insécurité alimentaire au Brésil en 2022 était le résultat du fait que le pays est un gros exportateur de denrées alimentaires. En outre, le Brésil a affiché des résultats positifs concernant la balance commerciale en exportant une large gamme de produits agroalimentaires, bien que cette exportation soit majoritairement concentrée sur un nombre limité d'articles. Les indices présentés dans ces graphiques montrent l'évolution, à partir des années 2000, des prix à l'exportation pour un panier des principaux produits agro-industriels exportés par le Brésil. La ligne bleue. Du taux du change réel en rose, des recettes d'exportation en monnaie locale en vert. Des recettes d'exportation en monnaie locale en vert, en bas, du taux de change réel en rose et du volume exporté montré par la ligne orange. Vous pouvez remarquer une augmentation spectaculaire du volume exporté qui depuis 2001
est en grande partie liée aux exportations vers la Chine. En cela s'est produit en même temps que la productivité agricole augmentait et que l'insécurité alimentaire diminuait depuis le milieu des années 90. Ces considérations permettent de confirmer les conclusions du rapport que notre groupe de recherche a publié en 2023, indiquant que l'insécurité alimentaire au Brésil est principalement due au faible niveau de revenus d'une grande partie de la population. Une étude économétrique que nous avons menée dans diverses localités de São Paulo a révélé que malgré la diversité géographique et socio-économique analysée, l'insécurité alimentaire était plus élevée chez les femmes, les personnes noires ou métisses, les ménages nombreux, les employés non enregistrés, les travailleurs domestiques et les travailleurs indépendants. Nous avons également observé que la probabilité d'insécurité alimentaire est réduite lorsque la personne de référence a un niveau de scolarisation élevé. Il y a donc au Brésil lien étroit entre les niveaux de revenus et les difficultés d'accès aux aliments, aussi bien qu'entre insécurité alimentaire, genre, race et scolarisation. Sur la base des éléments présentés, nous souhaitons vous soumettre une question fondamentale. Compte tenu de la complexité des facteurs associés à l'insécurité alimentaire, quels sont les éléments déterminants pour promouvoir la sécurité alimentaire? Pour répondre à cette question, nous souhaitons mettre l'accent sur les principaux problèmes et facteurs à considérer pour structurer une politique durable de lutte contre l'insécurité alimentaire au Brésil, ainsi que dans d'autres pays ayant des situations similaires. À notre avis, les défis liés à cette structuration incluent les facteurs suivants. Il est essentiel de répondre à la question suivante. Quels sont les termes appropriés pour décrire précisément la situation? B. Il faut considérer la stabilité et la durabilité des politiques publiques. C. Il est important de considérer la diversité des systèmes agroalimentaires. 2. De plus, la volatilité de la conjoncture internationale et son impact sur une économie hautement connectée. E. Et finalement, l'importance de la démocratisation de l'accès aux politiques publiques. Les premiers défis, donc, résident dans la nécessité de disposer d'outils conceptuels appropriés. En s'agissant des politiques publiques, il est crucial de définir précisément les termes utilisés. Les notions de sécurité alimentaire et d'insécurité alimentaire sont dynamiques, s'adaptant aux changements sociétaux et étant influencées par des transformations culturelles, environnementales, économiques et sociales, et aussi par la volonté des décideurs politiques. L'efficacité de la lutte contre la faim dépend d'un bon diagnostic du problème et de sa conceptualisation. Après la Seconde Guerre mondiale, en raison de l'impérative nécessité d'assurer l'approvisionnement alimentaire des nations affectées par les conflits, une série de politiques agricoles a été instaurée. Ces politiques visaient à augmenter la production alimentaire et à appuyer les efforts de sécurité alimentaire pour les billets de subventions. L'accent était mis alors sur l'approvisionnement et la production. Face à la persistance de la pauvreté et de la malnutrition, en 1960
1974, lors des premiers sommets mondiaux d'alimentation, le concept de sécurité alimentaire a été explicité non seulement en termes de disponibilité, mais aussi en termes de nécessité d'atténuer les fluctuations des productions et des prix. Au milieu des années 1980, la Banque mondiale a formulé la notion de sécurité alimentaire comme étant l'accès universel et permanent à une quantité suffisante de nourriture permettant de mener une vie active et saine. Finalement, lors des second sommet mondial d'alimentation en 1996, la définition actuelle de la sécurité alimentaire a été établie. Selon cette définition, la sécurité alimentaire existe lorsque tous les individus ont à tout moment un accès physique, social et économique à une alimentation suffisante, sûre et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Au XXIe siècle, les enjeux liés à la mondialisation des cultures alimentaires, particulièrement les fast-food, ainsi que les statistiques alarmantes concernant les maladies chroniques non transmissibles associées à l'alimentation, ont conduit à l'intégration entre la notion d'aliments nutritionnellement adéquats et celle de sécurité alimentaire. Il est désormais question de réhabiliter les systèmes traditionnels et les cultures locales. C'est dans ce cadre que les concepts de souveraineté alimentaire se développent. La présentation de des mains pour terrasser l'avenir. Toutefois, nous pouvons d'ores et déjà formuler une hypothèse. Il est probable que, dans un futur proche, la pression exercée par les événements climatiques extrêmes et d'autres conséquences du changement climatique entraînera le risque de revenir au concept initial de sécurité alimentaire, qui se concentrait sur la garantie de la disponibilité physique des aliments. Nous devons veiller à ce que la dimension qualitative ne soit pas perdue. La sécurité alimentaire au Brésil découle des problématiques structurelles liées à la distribution inégale de revenus, ce qui exige donc une planification rigoureuse et des programmes et des actions à moyen et à long terme. Il est essentiel d'évaluer en permanence ces mesures sur la base de leurs résultats et de les réviser si nécessaire. Toutefois, il est également crucial de préserver les objectifs généraux et les lignes directrices afin de garantir l'efficacité des mesures mises en place. Voici ce qui nous semble important pour la qualité d'une politique de sécurité alimentaire. A. La continuité des instruments politiques qui produisent de bons résultats. B. L'articulation entre les différents domaines de l'administration, éducation, santé, agriculture, transport, aide sociale, etc. La politique économique et la politique sociale doivent être intégrées. C. L'articulation également entre les différents niveaux d'administration publique, fédérale, régionale et municipale, et entre ceux-ci et les secteurs privés. 2. Assurer la participation sociale et renforcer les institutions nécessaires pour garantir les politiques. E. Dans les politiques de transfert de revenus, garantir les conditionnalités. En d'autres termes, les transferts d'argent doivent être une politique temporaire
qui permet à la population vulnérable de sortir de cette situation. Donc, les conditionnalités doivent être liées à des investissements dans les capitales humaines. F. Veiller à ce que la société puisse évaluer les résultats des politiques de sécurité alimentaire. Comment? En mettant à disposition des indicateurs pour la réalisation des objectifs et des résultats. De cette manière, si les objectifs ne sont pas atteints, les goulets d'étranglement doivent être identifiés et la planification et la mise en œuvre des programmes doivent faire l'objet d'un retour d'information avec les changements nécessaires. Nous aimerons illustrer ces défis majeurs par les biais du programme Fome Zero, ou Famine Zéro, qui regroupe sous son parapluie plusieurs autres programmes sociaux qui ont commencé à être implémentés au milieu des années 1990, sous les gouvernements Fernando Henrique Cardoso entre 1995 et 2002. Au début de son premier mandat, Lula da Silva a intégré et étendu ses initiatives pour établir les programmes Fome Zero. Les montants réels alloués à ces programmes ont augmenté progressivement au fil des ans. Les résultats sont visibles dans la réduction des indices d'inégalité. Les coefficients de Gini présentés dans ces graphiques et dans la diapo suivante par l'augmentation de la part des revenus détenus par les 5% les plus pauvres du Brésil, qui représentent une grande partie de la population. Les gouvernements ont mis en place des structures administratives, des règles, ainsi que des institutions et des agences pour planifier et exécuter les programmes. De plus, un système prévoit l'engagement et la participation de la société civile. Les Fome Zero est une bonne illustration des 6 éléments que la qualité réglementaire que j'ai mentionnée, ainsi que des goulets d'étranglement auxquels nous pouvons être confrontés. Les programmes s'est poursuivi pendant plus de 20 ans, même si les instruments ont été modifiés. Bien qu'il ait souffert des changements qui ont mis en péril son appareil juridique et institutionnel au cours du mandat politique précédent l'actuel, les transferts sociaux ont été maintenus. L'instabilité ou les changements politiques ne devraient pas compromettre les politiques publiques efficaces et qui sont à long terme. La mise en œuvre du programme Fome Zero et des politiques sociales au Brésil s'est également appuyée sur l'articulation et les partages de responsabilités entre les niveaux fédéral et les niveaux municipaux. En plus, les secrétariats à l'assistance sociale, à l'éducation et à la santé, entre autres, ont mené des actions conjointes qui ont rendu les transferts de revenus conditionnels. Les Fome Zero, tout comme le Programme national d'alimentation scolaire, PNAE, a également intégré les systèmes de participation sociale dans les tableaux et dans les discussions politiques. Cela s'est fait par les biais, par exemple, des conseils municipaux et des conseils alimentaires auxquels participent le secteur public, le secteur privé et la société civile. Je voudrais citer une étude publiée par l'Institut de recherche en économie appliquée en 2007, qui a accentué l'importance de ce que l'on appelle les conditionnalités. Un exemple, pour qu'une famille reçoive la Bolsa Família,
elle devait garantir que ses enfants et adolescents âgés de 6 à 15 ans maintiennent une fréquentation scolaire minimale de 85 des cours. Ce seuil a été depuis diminué, mais il reste une exigence. Les programmes de transfert de revenus devraient, au fil des années, améliorer les conditions permettant à la population bénéficiaire d'accéder au marché du travail avec des meilleures qualifications. Mais ce n'est pas seulement la politique de transfert monétaire qui a contribué à l'amélioration des indices sociaux entre 1985 et 2018, qui ont ensuite été remis en cause par l'instabilité politique et économique interne et en cause des chocs internationaux. Les résultats obtenus reposent sur des politiques macroéconomiques essentielles, notamment la maîtrise de l'inflation. Je voudrais vous démontrer cet effet à l'aide d'un graphique. Entre le milieu des années 1970 et 1994, le Brésil a connu une période de forte inflation avec des taux annuels dépassant les 2500%, comme on peut les voir sur les graphiques de gauche. Cependant, à partir de juillet 1994, le pays a réussi à stabiliser ses prix, marquant ainsi la maîtrise de l'inflation. Regardez, s'il vous plaît, les graphiques de droite. Selon une étude de Rothman 2007, la réduction des inégalités dans la distribution des revenus des ménages entre 1998 et 2005 est imputable pour 23,7% au transfert des revenus et pour 66% au gain des revenus du travail, rendu possible par la maîtrise de l'inflation. Si l'inflation diminue la valeur réelle des salaires, elle réduit les pouvoirs d'achat des populations les plus défavorisées de manière plus significative que celui des populations aisées. Au Brésil, selon une étude publiée en 2020, coordonnée par Walter Bellick, les dépenses alimentaires des familles les plus riches sont supérieures de 165% au revenu total des familles les plus pauvres. Pour les familles les plus riches, les dépenses alimentaires ne représentent que 5% de leur revenu total, tandis que pour les familles les plus pauvres, ces dépenses correspondent à 26% de leur revenu mensuel. La troisième piste pour réussir au combat à la famine est comprendre qu'il faut profiter de tous les systèmes de production alimentaire, même si des réformes sont nécessaires et doivent être conduites vers des conditions plus durables, afin non seulement de produire de la nourriture, mais aussi d'atteindre d'autres objectifs pour le développement durable. L'approche les plus récentes pour gérer les systèmes de production alimentaire en tenant compte de tous ces composants et conditions, c'est celui-là que vous pouvez regarder sur cette diapo. Elle montre les interactions proposées par les High Level Panel of Experts on Food Security. Le débat sur la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires est devenu très complexe, comme illustre cet organigramme. Je vais me concentrer donc sur l'illustration de l'importance de prendre en compte l'hétérogénéité en ce qui concerne la production primaire
désignés ici dans la figure sous le nom de Production Systems. Ici. La diversité des biomes, les conditions sociodémographiques, le développement économique et l'évolution historique au Brésil contribuent à l'hétérogénéité des systèmes de production. Nous avons 6 biomes au Brésil. La plus grande région de production de soja, maïs, coton et de la viande bovine est dans les biomes Cerrado. Les manioc, en revanche, est produit partout dans les pays, même par les peuples autochtones. Et les communautés traditionnelles en Amazonie, ainsi qu'à la Caatinga et dans tous les pays. La très grande diversité des systèmes agroalimentaires et des production systems au Brésil représente des défis, mais aussi des opportunités pour les politiques publiques de sécurité alimentaire. Il est pertinent de noter que des produits alimentaires, les produits alimentaires essentiels au Brésil, tels que les laits et les maïs, sont produits sur tous les territoires et selon diverses méthodes, diverses techniques de production. Ces pratiques varient de la petite agriculture de subsistance à la grande production utilisant des technologies avancées. La diapositive présente un petit échantillon de la diversité de la production agro-pastorale au Brésil. Des productions des communautés traditionnelles et riveraines en Amazonie, au cacao à Bahia, ici, à la production des légumes, légumes au nord-est, au lait issu de l'élevage extensif à Minas Gerais et au lait issu de l'élevage intensif avec une technologie de pointe comme vous pouvez trouver à Castro, Paraná, dans le sud du pays. Au Brésil, il est nécessaire de mettre en place des mesures de protection sociale pour les agriculteurs familiaux de subsistance. En revanche, d'autres producteurs également considérés comme familiaux qui ont la capacité de produire nécessitent une assistance technique. Ils ont besoin d'aide pour accéder au crédit, d'équipements adaptés à leur échelle de production, des soutiens pour atteindre les canaux de distribution et les cas échéants d'un accompagnement sous forme de coopérative. En résumé, il y a une grande variété de producteurs, grandes et petites entreprises, producteurs commerciaux, de subsistance, familiaux, commerciaux et non commerciaux, avec différents niveaux d'adoption technologique. Nous avons beaucoup discuté sur les politiques publiques, mais il faut mettre aussi en évidence les rôles du marché et ainsi une variable clé pour mieux comprendre les défis actuels de la sécurité alimentaire, les prix. Je voudrais souligner une importante contribution de l'agriculture brésilienne qui a permis de réduire les prix des aliments au Brésil au cours des dernières décennies et certainement, en connectant le Brésil au reste du monde, d'y contribuer à l'approvisionnement du marché international. Les prix est une variable essentielle lorsqu'on parle de sécurité alimentaire. La figure du diaporama met en évidence cette contribution au cours des dernières décennies. Elle montre que malgré des taux de variation positives presque chaque année, tant pour les produits agro-pastoraux que pour l'économie en général, les prix perçus par les producteurs ont suivi une tendance à la baisse. La littérature économique agricole a déjà démontré que l'amélioration de la productivité agricole réduit les coûts de production, ce qui permet de réduire les prix de commercialisation des produits.
Améliorer la productivité, la technologie et la gestion des affaires agricoles sont essentiels. Les défis de la sécurité alimentaire persistent. Comment élargir l'accès à l'information et à la technologie? Des technologies alignées sur les objectifs de durabilité et maintenir ces prix en baisse. Et aussi en garantissant des revenus pour les producteurs agricoles à travers les pays. Comment de plus réaliser cela face aux événements climatiques extrêmes qui deviennent plus fréquents, nécessitent d'adaptation et atténuation, mais mettent certainement en danger l'offre alimentaire. Et cela nous ramène au 4e facteur que nous avons proposé de vous présenter. L'interconnectivité de l'économie globale aujourd'hui, tout en apportant des avantages et bénéfices, comporte également des risques de volatilité de diverses natures et sous plusieurs angles qu'on pourrait la considérer. La connexion entre les marchés agricoles et alimentaires avec les industriels et ceux de l'énergie se reflète également dans ces mouvements des prix. Cette diapo met en évidence les tendances à long terme de l'évolution des prix entre ces grands groupes. Et à partir d'elles, il est possible de vérifier l'intégration entre eux, qui représente le comportement général des prix mondiaux. Cela démontre que ces marchés sont interconnectés. Ces marchés sont aujourd'hui également connectés aux marchés financiers, apportant encore plus de volatilité à la sécurité alimentaire. Les conflits militaires, comme illustrés par la guerre en Ukraine, impactent les marchés des matières premières et de l'énergie, qui sont importants pour la production alimentaire. Les événements climatiques extrêmes ajoutent également à cette liste d'éléments qui, en plus des difficultés domestiques des pays, augmentent l'instabilité à travers des incitations et des conditionnements externes. Finalement, la 5e piste que nous voudrions discuter concerne la démocratisation de l'accès aux politiques publiques. Tout d'abord, nous tenons à souligner que nous croyons en la démocratie comme une condition essentielle pour lutter contre les inégalités, la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Un des principaux outils pour démocratiser l'accès aux politiques publiques est l'incorporation dans la formulation de ces politiques de la perception des individus ciblés sur l'insécurité alimentaire. C'est dans ce sens que le Brésil a créé en 2004 l'enquête brésilienne sur l'insécurité alimentaire, EBIA. Il s'agit d'un instrument utilisé pour mesurer les degrés d'insécurité alimentaire des familles brésiliennes, développé pour évaluer la quantité et la qualité de l'alimentation disponible dans les foyers. Il existe des difficultés avec l'interprétation de ces indicateurs, car les questions posées aux consommateurs examinent principalement leur perception de l'accès à la nourriture. Par exemple, après une période d'amélioration des revenus et un meilleur accès à une variété de produits alimentaires tels que la viande, les fruits et les légumes, ainsi qu'à une gamme de denrées plus diversifiées, les consommateurs bénéficient désormais de repas réguliers avec au moins 3 repas par jour. Cependant, leur perception du niveau de sécurité alimentaire se détériore si certaines de ces denrées viendraient à manquer, et cela malgré l'absence de pénuries quotidiennes de nourriture. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Marcel. Merci.
Bonsoir à toutes et à tous. Il m'est revenu la tâche de conclure cette présentation et je voudrais le faire en commençant par évoquer deux études qui ont été réalisées au sein de notre institut. La première a été effectuée sur une équipe sur le terrain à São Paulo, notamment sur le quartier de Grajaú. Il faut rappeler que São Paulo, c'est une mégalopole qui compte plus de 20 millions d'habitants. Et s'étendant sur une superficie qui occupe une superficie de 1521 km². Donc c'est une ville très grande et très hétérogène aussi. Nos recherches ont permis de conclure que parmi une population ayant le même profil socio-économique, les personnes bénéficiant d'une plus grande mobilité au sein de la ville ont accès davantage à des structures sociales ainsi qu'à des informations et les opportunités d'emploi. En résumé, ces personnes-là se trouvent dans une meilleure situation alimentaire que d'autres qui ont une mobilité plus réduite. Ainsi, des politiques de mobilité urbaine peuvent avoir un impact non négligeable sur la sécurité alimentaire des populations concernées. Dans un position paper que nous avons rédigé en 2024 à la demande de la Banque interaméricaine de développement, nous nous sommes concentrés sur le sujet de la qualité de l'eau. Nous avons proposé des technologies de traitement des eaux usées à faible coût en vue de leur réutilisation, en particulier dans les régions rurales isolées. L'eau propre contribue à l'amélioration du cadre sanitaire des populations vulnérables et impacte positivement leur sécurité alimentaire. Ces deux exemples illustrent ce que nous avons tenté de démontrer aujourd'hui. Assurer la sécurité alimentaire nécessite la coordination des politiques agricoles, de santé, d'éducation, d'infrastructures urbaines et de mobilité, ainsi que des politiques environnementales et économiques. Il s'agit pourtant d'un ensemble connecté. Sylvia a évoqué des politiques publiques réussies. Je voudrais, pour finir, vous parler d'un échec. Pour cela, je commencerai par une brève histoire personnelle. Lorsque j'ai commencé l'école primaire en 1982, à l'état de Bahia, dans lequel se situait mon village natal, Nova Viçosa, nous avons souffert une importante sécheresse, toute la région nord-est du Brésil. Dans notre village, situé, comme vous pouvez le voir, au confluent de l'océan Atlantique et d'un fleuve, nous avons vu arriver des familles entières qui se déplaçaient après avoir perdu leurs plantations et le peu de bétail qu'elles avaient. Parmi les mesures adoptées par le gouvernement fédéral alors, nous étions encore sous la dictature des généraux. Il y a eu l'envoi de l'alimentation scolaire, quelque chose que moi et mes collègues, nous découvrions pour la première fois. Et à notre grand étonnement, on nous a donné à manger des boîtes de sardines. Ces sardines étaient pêchées à l'extrême sud du Brésil, à environ 1500 km, 2500 km de mon village, mises en boîte à São Paulo, à environ 1300 km de mon village. Ensuite, acheminées à notre village en passant par Salvador, à 1000 km au nord de notre village. Il ne vous a pas échappé que mon village était situé au confluent de la mer, de l'océan Atlantique et d'un fleuve. Moi et mes collègues des classes, nous étions tous ou presque tous des fils de pêcheurs. Non seulement ce que nous était offert à l'école était des qualités inférieures à ce que nous étions habitués à manger à la maison, mais cela a coûté à l'État une quantité d'argent extraordinaire, dépensée surtout dans le paiement des intermédiaires et dans les coûts de transport. De leur côté, les pêcheurs et leurs familles se trouvaient dans une situation très difficile, comme vous pouvez imaginer, dans la mesure où la commercialisation de leurs produits a beaucoup diminué, même après la fin de la crise, car les fameuses boîtes de sardines étaient rentrées dans les habitudes alimentaires des familles, y compris la mienne. Le Programme national d'alimentation scolaire, le PNAE, est un très bon exemple de la politique publique qui a aidé à corriger des graves problèmes.
Mais cela n'a été possible que dans la démocratie. Le programme a établi des conditionnalités, c'est-à-dire les aliments sont fournis aux enfants, mais ils doivent assister aux cours. Le programme est aussi coordonné avec la politique médicale. Les enfants sont suivis par des professionnels de santé et avec le développement local, dans la mesure où, et c'est très important, 30% des achats pour l'alimentation scolaire doit être composé par des produits provenant des producteurs locaux, des producteurs familiaux. Le programme stipule comme condition une alimentation nutritive de haute qualité. Il y a un guide alimentaire qui a été élaboré par des spécialistes de santé publique qui guide la sélection des aliments, tout en intégrant ces choix aux thématiques étudiées en classe avec les enfants. Je voudrais vous montrer maintenant l'appel d'offres de ce programme pour mon village, daté de 2021. Et je peux vous assurer, la situation est complètement différente. Dans les paniers des produits à être achetés aux producteurs locaux, nous trouvons 37 fruits, légumes et épices qui font partie de la tradition alimentaire locale. Ce programme met en évidence l'importance de la décentralisation dans un pays aussi vaste que le Brésil, 8,5 millions de kilomètres carrés, mais aussi l'importance de la coordination entre les différents niveaux de l'administration publique et de l'engagement aussi de la population, parce que la population participe à ce programme. Ce programme illustre aussi parfaitement les 5 conditionnalités que nous avons proposées pour une bonne politique publique de sécurité alimentaire. Les ressources du PNAE sont fédérales et destinées à l'acquisition des aliments. Il revient aux municipalités et aux régions d'adopter le programme et aussi de garantir les ressources pour la logistique du système et pour maintenir le personnel qualifié pour la mise en œuvre de cette politique. Cet exemple réussi d'intégration avec l'agriculture familiale, cependant, ne doit pas nous faire oublier l'importance au Brésil de la coexistence des différents systèmes agroalimentaires. Le système de production à grande échelle, en ce moment, est essentiel pour garantir la poursuite de la baisse des prix des aliments. Dans les pays où l'État, non seulement au Brésil, mais aussi dans les pays où l'État ne peut pas subventionner les producteurs pour réduire leurs coûts et vendre à des prix plus bas. Donc, cette agriculture à grande échelle, elle est fondamentale. Et Sylvia vous a bien dit, nous avons constaté dans nos études depuis 2021 que le revenu est très important pour comprendre l'étendue de l'insécurité alimentaire au Brésil. Il est impératif donc que la production, qu'elle soit à grande ou à petite échelle, intègre rapidement des techniques et des pratiques durables. Le système familial de petite échelle est également essentiel pour apporter de la diversité, la revitalisation des cultures alimentaires locales, améliorer les revenus dans les zones rurales et périurbaines. L'agriculture urbaine revêt aussi une importance notable. Même si elle ne peut pas fournir à elle seule les denrées nécessaires pour les populations des grandes zones urbaines, imaginez São Paulo avec 20 millions d'habitants, elle joue un rôle crucial de l'amélioration du microclimat. Il y a des études qui ont montré cela, et aussi de la réduction des carences en micronutriments. Finalement, le travail que nous venons de vous présenter est le fruit d'une conviction par rapport au rôle que l'université publique peut et doit jouer dans la promotion de la sécurité alimentaire au Brésil. Toujours est-il que cette conviction, si profonde soit-elle, ne se confond pas avec une arrogance qui nous ferait oublier, d'un côté, les énormes défis que nous avons devant nous, et que Sylvia vous a bien présenté aujourd'hui, et de l'autre, le rôle fondamental des acteurs sociaux, mais aussi de ceux qui sont quotidiennement affectés par l'insécurité alimentaire. Leurs avis, expériences et expertises sont indispensables pour que toute politique publique fonctionne correctement. Nous essayons de mettre profit de cet immense travail nos différentes expertises en tant que chercheurs. Cependant, notre démarche est aussi motivée par un engagement citoyen, né d'une profonde gratitude envers l'université publique
pour tout ce qu'elle nous a donné. Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.